Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, les responsables du nucléaire de Chine et de Corée du Sud doivent se rencontrer à Beijing. Les deux pays ont maintenu une communication étroite sur la question de la péninsule coréenne. Depuis l'essai nucléaire mené par la République populaire démocratique de Corée, la semaine dernière, la Corée du Sud a renforcé les efforts diplomatiques en vue de remporter un soutien international lié à une résolution forte quant à les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le représentant spécial de la Chine pour les affaires de la péninsule coréenne, Woo Da-wei, rencontrera son homologue de Corée du Sud, Hwang Jun-kook. Les deux responsables doivent discuter des réponses apportées sur l'action de Pyongyang. Mardi prochain, Hwang s'envolera pour Moscou pour y rencontrer son homologue russe, Igor Morgoulov, pour des discussions approfondies sur cette question. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la Chine et la Corée du Sud entretiennent des contacts au sujet de la situation dans la péninsule coréenne. La position de la Chine sur les essais nucléaires de la RPDC a toujours été constante. La Chine a travaillé pour promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la non-prolifération des armes nucléaires. Ce sont des intérêts communs et des responsabilités partagées par la Chine, la Corée du Sud et toutes les parties impliquées. Les ministères des Affaires étrangères et les dirigeants du groupe des pourparlers à 6 de la Chine et de la Corée du Sud continuent à communiquer ensemble. Nous allons continuer à faire des efforts conjoints pour la paix et la stabilité dans la région. Les hauts négociateurs sur le nucléaire des États-Unis, du Japon et de Corée du Sud se sont rencontrés à Séoul pour discuter du récent essai nucléaire mené par la RPDC. Le représentant spécial américain pour la politique sur la RPDC, Sung Kim, son homologue sud-coréen Hwang Jun-kook et le japonais Kimihiro Ishikane ont participé à la réunion de mercredi. Les trois parties ont convenu d'appliquer des techniques diplomatiques différentes que par le passé et appelé à de nouvelles sanctions. Nous sommes déterminés à apporter une réponse forte à cette dernière provocation. Les trois pays, États-Unis, Japon et Corée du Sud, ont convenu qu'il était nécessaire d'apporter de nouvelles sanctions plus fermes du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous allons coopérer très étroitement à cette fin. Jeudi, le représentant spécial sud-coréen pour la péninsule coréenne, Hwang Jun-kook, doit se rendre à Beijing pour s'entretenir de la situation avec son homologue chinois Woo Da-wei. Et mardi prochain, il rencontrera son homologue russe Igor Morgoulov à Moscou. Dans le même temps, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye a appelé à des réponses fortes venant de la communauté internationale à la suite du 4e essai nucléaire mené par la RPDC. Lors d'un discours télévisé mercredi, la présidente Park a indiqué que son pays coopérait de façon étroite avec ses alliés en vue de décider de sanctions efficaces sur les plans bilatéral, multilatéral et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis ont remercié l'Iran pour la diligence avec laquelle le pays a relâché 10 soldats de la marine. Ils étaient détenus depuis mardi suite à la panne d'un de leurs vaisseaux intervenu pendant un entraînement dans le Golfe. La télévision étatique iranienne a diffusé des images d'un commandant de la marine s'excusant pour l'incident qui les a conduits en territoire iranien. C'était une erreur, c'était de notre faute et nous en sommes désolés. Nous nous excusons. L'attitude des Iraniens à notre égard a été formidable. Nous vous remercions beaucoup pour votre hospitalité et pour votre aide. Les gardiens de la révolution islamique ont relâché les marins après s'être assurés qu'ils étaient entrés dans les eaux iraniennes par erreur. Les navires américains ont en effet dévié de leur route à cause d'un système de navigation défectueux. Le Pentagone a annoncé que la marine enquêterait sur les circonstances ayant mené à la présence des marins dans les eaux iraniennes. L'incident intervient en amont d'un accord historique sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. Le processus, qui prendra effet à la fin de la semaine, emporterait la levée des sanctions contre l'Iran en échange de la fin de ses activités nucléaires. La police turque a arrêté 4 autres personnes soupçonnées d'être en lien avec l'attaque suicide de la bombe survenue mardi à Istanbul. Un suspect a été appréhendé dans la soirée de mardi, quelques heures après l'attentat. C'est le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu qui a annoncé ces derniers développements lors d'une réunion sur la sécurité dans la ville d'Istanbul.
4 autres personnes sont détenues après avoir identifié le terroriste et grâce aux informations obtenues sur la façon dont l'assaillant est entré en Turquie, les contacts qu'il entretenait, ses antécédents. Je pense que d'autres intervenants se cachent derrière cette action. Oui, l'attaquant est lié au groupe État islamique, mais le groupe État islamique est une organisation telle que parfois elle peut être utilisée comme une organisation de façade. Le chef du gouvernement turc s'est engagé à révéler l'identité des vrais acteurs derrière le groupe État islamique. La Turquie a fait savoir que le groupe extrémiste est responsable des attentats à la bombe meurtrier perpétrés dans la ville de Suruç, la capitale Ankara et récemment Istanbul. Le Premier ministre turc a également confirmé que le terroriste d'Istanbul était entré en Turquie avec un statut de réfugié. Selon l'agence de presse turque Dogan, le kamikaze Nabil Fadli, un Syrien de 28 ans, avait fait une demande d'asile le 5 janvier à Istanbul. La police est à la recherche de 4 hommes qui voyageaient avec lui. 10 touristes ont perdu la vie lors de l'explosion survenue mardi dans le centre historique de Sultanahmet, une destination touristique populaire d'Istanbul. 17 autres personnes ont été blessées. 2 mois après avoir été la cible du groupe armé État islamique lors des attaques de Paris en novembre dernier, le café Le Carillon a rouvert ses portes ce mercredi. Le bar est devenu un des symboles des attaques de novembre. Dans les jours qui ont suivi, le pavé à l'extérieur de l'établissement a été rempli de fleurs et d'hommages aux victimes. Ce n'est pas le premier site des attaques à rouvrir ses portes depuis les tristes événements, mais le Bataclan, la salle de spectacle où il y a eu le plus de victimes, demeure fermée. La capitale française tente de réanimer son industrie touristique et l'activité commerciale après les attaques qui ont fait 130 morts et qui ont jeté une ombre sur la ville. Le maire du 10e arrondissement de Paris, où le café est situé, espère pouvoir tourner la page avec la réouverture de l'établissement. Bien sûr que la réouverture des commerces est un moment important parce que le fait qu'ils soient fermés participe d'un moment difficile. Leur réouverture montre qu'on passe à un nouveau moment. Ce qu'il faut, c'est que la vie reprenne son cours, l'emporte, et puis en même temps que nous n'oublions pas la mémoire des victimes. Autrefois connu comme le centre américain de l'automobile, la ville de Détroit, dans le Michigan, a dû s'adapter aux changements drastiques qu'a connu son industrie automobile au cours des dernières années. Avec une histoire industrielle remontant à la fin du XVIIIe siècle, Détroit a longtemps été la Motor City de l'Amérique. Mais les dernières années ont été difficiles pour la ville du Michigan. Récession, déclin et faillite ont complètement transformé l'industrie automobile de Détroit. Entre 1903 et 1958, l'usine automobile Packard produisait des véhicules de luxe et avait des installations qu'enviaient les constructeurs automobiles du monde entier. Désormais, ce site emblématique représente une ville qui a perdu les fondations sur lesquelles elle s'était construite. Le conservateur en chef dit que l'économie de Détroit est toujours centrée sur l'industrie automobile. Vous savez, les automobiles font partie de nos vies. Et même si la production ne se fait plus forcément ici, nous restons attentifs au business de l'automobile. Le salon de l'automobile est très important pour la ville, car les automobiles font toujours partie de la Motor City. Certains ont même questionné la légitimité de Détroit d'accueillir l'un des plus importants salons automobiles d'Amérique. General Motors a son siège à Détroit depuis le milieu des années 1920, et malgré la délocalisation d'emplois dans 19 autres pays, l'entreprise maintient un lien très fort avec la ville. Nous sommes pleinement investis. Notre siège est à Détroit et nous y serons toujours. Mais nous sommes une entreprise mondiale. Ce que nous pouvons faire avec cette empreinte internationale, c'est concevoir, dessiner, produire des véhicules sur l'ensemble de la planète en fonction des conditions économiques du moment et du lieu. Mais une des voitures les plus récentes de General Motors, la Buick Envision, est construite exclusivement en Chine et importée aux États-Unis. Cela ne participe pas vraiment à la création d'emplois américains. Mais cela empêchera-t-il les clients d'acheter ce véhicule? Je ne pense pas que cela les dérange outre mesure. Nombre de Ford et de Chrysler sont également produites au Canada et au Mexique. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont produites en dehors du pays. Mais c'est toujours Buick, c'est toujours une entreprise américaine, c'est toujours GM. Donc je pense que ça ira.
Les constructeurs américains ont connu une année de vente record en 2015. Mais avec une production délocalisée devenue si commune et de nombreux emplois autrefois à Détroit, aujourd'hui délocalisés à l'étranger, c'est de l'argent qui ne profite plus à la ville. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Zhao Jiejing. Bonjour Yves. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition? Nous ouvrons cette partie avec de bonnes nouvelles pour les propriétaires de voitures en Chine. Le gouvernement chinois va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole depuis jeudi. Mais les experts disent que les prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuan par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminuer de 135 yuan par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancé en 2013 et qui reflète au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 $ le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 $ par baril, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'il se trouve éliminé du marché, la Chine se retrouvera sans défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 $ le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut. Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 $ par baril. C'est mercredi que la Chine a annoncé les chiffres du commerce extérieur de décembre dernier. Des données meilleures que celles attendues mettent en avant une hausse inespérée des exportations en yuan, tandis que les importations affichent, elles, une légère baisse. Selon les douanes chinoises, en décembre, le commerce extérieur a atteint 2 480 milliards de yuan, soit une baisse d'0,5% en glissement annuel. Alors qu'on ne s'y attendait pas, le volume des exportations exprimées en yuan a augmenté de 2,3% le mois dernier, comparé au mois de décembre 2014. De l'autre côté, les importations continuent d'accuser un 14e mois de baisse, en déclin de 4% en décembre. Au final, c'est donc un excédent commercial de 382 milliards de yuan qui est annoncé. D'autres informations pour l'année 2015 ont aussi été révélées. Globalement, le pays a subi une chute de l'ordre de 7% de ses échanges commerciaux en 2015. Les exportations ont chuté d'1,8% et les exportations de 13%. Sur l'année, l'excédent commercial s'élève à un peu moins de 3 700 milliards de yuan, soit un bond de 56% comparé à l'année 2014. Le gouvernement fait savoir que la baisse des prix des produits de base a contribué à la chute des exportations et des importations au cours de l'année 2015. 具体有以下几个因素。从出口方面看， Il existe plusieurs éléments qui ont conduit à la chute des exportations et des importations en 2015. La principale raison du déclin est la faible demande mondiale. Après 2008, la crise financière a mis à mal la force économique mondiale et la finance internationale a connu une étape d'ajustement. Cela a limité la croissance des exportations chinoises. Les exportations chinoises d'équipements mécaniques et électriques n'ont augmenté que de 1,2% en 2015, soit 1,4 point de moins que l'année précédente. Par ailleurs, les exportations de produits à forte intensité de main-d'œuvre ont baissé d'1,7%, ce qui n'est pas courant depuis ces dernières années. L'effondrement des prix des produits de base indique également une lente reprise de l'économie ainsi qu'une faible demande. Alors que l'économie chinoise entre dans la nouvelle normalité, son économie intérieure affronte des niveaux de tension relativement élevés. De plus, les importations de certains produits de base progressent à un rythme moins rapide.
En conséquence, la chute des prix des produits de base ainsi que la croissance plus lente des importations de ces mêmes produits sont les principales raisons de la baisse des importations chinoises en 2015. Mercredi, le yuan a terminé la journée à 6,57 face au dollar américain qui est resté stable face à sa valeur de la veille. Le taux de change de la devise chinoise face au billet vert suscite beaucoup d'intérêt en ce début d'année. Mais qu'est-ce qui explique cette chute si rapide du yuan? Nous sommes allés demander à quelques analystes de nous éclairer sur la situation. La semaine dernière, le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 2,9 %. Généralement, les spéculateurs sur les marchés adoptent une stratégie d'arbitrage pour fixer la différence entre les taux. Dans le cas du yuan, ils empruntent des yuans étrangers et les vendent à perte. Mais les analystes disent que la Banque centrale du pays pourrait faire augmenter les coûts des emprunts en achetant de grandes quantités de yuan étrangers à Hong Kong. Cela pourrait permettre de freiner la dévaluation à court terme. Pendant ce temps, ils ont aussi mentionné que les réserves de change ont enregistré d'importantes pertes en 2015, ce qui indique que le pays a vendu des dollars américains en deçà de leur valeur pour soutenir leur propre devise. Le directeur général de IMA Asie, Richard Martin, croit que la politique de la Chine en matière de taux de change est encore sous contrôle. Il vise 3 300 milliards de dollars en réserve de devises étrangères. Le marché étranger pour le yuan à Hong Kong est évalué à 130 milliards. Ils peuvent aller où ils veulent et c'est ce qu'ils ont fait. À partir de maintenant, ils vont tout faire pour que le taux à l'étranger et celui dans la partie continentale de Chine soient équivalents. Et je ne pense pas que nous soyons dans une phase importante de dévaluation. Je pense que le plus que nous allons obtenir cette année, c'est entre 3 et 5 %. D'autre part, quelques analystes ont indiqué que la dépréciation rapide du yuan à l'étranger n'était pas seulement un résultat de la vente à découvert, mais aussi le résultat d'une fuite de capitaux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spéculateurs qui misent contre le renminbi. Je pense que cela montre que ceux qui vendent s'attendent à un véritable redressement de la part de la Chine. Le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 1000 points lors de la première semaine de l'année. Mais mardi, l'écart s'est réduit à seulement 100 points. Les analystes croient que cela peut expliquer le niveau raisonnable de la devise. La Chine prévoit de construire de nouvelles zones de commerce électronique transfrontalières pour stimuler un commerce extérieur en Berne. Établie en mars, la zone pilote transfrontalière de Hangzhou était la première du genre. Les responsables parlent de succès et espèrent transposer l'expérience dans tout le pays. Voici un des entrepôts de NetEase Kaola dans la zone pilote transfrontalière de Hangzhou. Des milliers de produits arrivent de l'étranger et y attendent d'être transportés vers les consommateurs chinois. Avec l'aide des mesures innovantes offertes par la zone, l'entreprise dit que ses affaires ont connu un fort succès ces derniers mois. Ici à Hangzhou, nous bénéficions de services de douane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui améliore beaucoup notre efficacité. Au lieu d'avoir à contacter les différents départements des douanes, de l'inspection et de la quarantaine, les entreprises n'ont qu'une seule manipulation à faire en ligne. Les transactions électroniques transfrontalières de Hangzhou ont connu une croissance exponentielle en seulement un an. Le chiffre d'affaires était de moins de 20 millions de dollars en 2014 et il a explosé pour atteindre 3 milliards en novembre 2015. Ce succès a aussi bénéficié aux autres entreprises de la région. Nous fournissons des services de logistique. Avec la forte croissance du secteur de la logistique, notre capacité est passée de 1300 commandes par mois à 1 million par mois. Et les membres du personnel sont aussi passés de quelques dizaines à 7000. Afin de construire une chaîne industrielle et écologique, les différents départements gouvernementaux échangent un flux d'informations et améliorent ainsi leur efficacité opérationnelle. Depuis le mois de mars dernier, les douanes de Hangzhou se sont coordonnées avec d'autres départements du gouvernement
émettant 15 politiques préférentielles de soutien au commerce électronique transfrontalier. Cette expérience et ces mesures peuvent servir de référence aux futures zones pilotes. Le ministère chinois du Commerce a précisé que plus de 200 000 entreprises faisaient du commerce électronique transfrontalier en Chine via plus de 5 000 plateformes de e-commerce. Le ministère chinois des Affaires étrangères et le gouvernement municipal de Beijing ont co-organisé une réception de la nouvelle année pour les journalistes étrangers. Plus de 600 personnes ont participé à l'événement au centre des Arséniques de Tianxia à Beijing, dont des journalistes, de hauts diplomates et des représentants des départements du gouvernement. Au programme, les traditionnelles danses folkloriques ainsi qu'un spectacle mettant en valeur les artisanats de Beijing. Le vice-ministre des Affaires étrangères Wang Cha a déclaré que la Chine était allée de l'avant en approfondissant les relations et étendant la coopération avec les autres pays en 2015. Il a précisé que la Chine continuerait à faire tous les efforts pour promouvoir l'initiative de la ceinture et de la route et construirait un réseau régional de commerce et d'infrastructures par le biais de la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ainsi que la nouvelle banque de développement des pays BRICS. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal et la diplomatie chinoise continuera à pratiquer la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises, à assumer activement nos responsabilités et à écrire un nouveau chapitre pour le développement et la paix mondiale. Nous avons toutes les raisons de croire que les histoires de la Chine seront encore plus belles en 2016. Et pour écrire de nouvelles histoires sur la Chine, nous avons besoin du soutien et de la participation des journalistes étrangers en Chine. Nous continuerons à assister leur travail en Chine également. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci George Zing pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.